Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être venus. Et je sais que tout le monde est là ici pour faire la nuit, parce qu'il y a eu des affiches partout. Il y a eu même des communiqués dans les journaux de la région pour annoncer la journée d'aujourd'hui. Le 19 juin, c'est une journée qui est réservée pour la journée mondiale de la drépanocytose. Une première maladie génétique au monde qui, il y a longtemps, a été négligée, mais aujourd'hui qui est prise en charge par les postes de santé du pays. Mais moi, étant président de l'association de Paris, je crois que tout le monde est ici me connaît moi parce que le 28 octobre dernier, nous avons tenu une conférence avec le professeur Rolich, qui est hématologue à l'hôpital Larcher, et le professeur Robert Giraud, qui était venu de Paris. Donc aujourd'hui, on a changé nos intervenants parce que c'est comme ça que ça se passe. Voyant la souffrance que moi je vis avec les enfants pédopsychiatres, ça m'a envoyé à créer l'association justement pour pouvoir aider vous les enfants qui sont là et en même temps les parents qui vivent avec ces enfants pédopsychiatres parce que ce n'est pas facile. Donc moi j'avance dans les lois pour éclairer justement vous les jeunes qui viendront après. Donc cette association convie de faire des campagnes de sensibilisation et de formation. Donc on va entendre le mot de bienvenue de la présidente Mme Bado Adolphine. Je crois que Madame la présidente nationale de Paris vous a tout dit. Et je vais rajouter, moi je vais vous remercier d'abord d'être venu. Je sais qu'aujourd'hui il y avait un grand événement aussi à la télé, tout le monde le sait. Mais je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Et je vous dis merci encore du fond du cœur. Monsieur le maire, mesdames et messieurs adjoints au maire, distingués intervenants, chers collègues, distingués invités. Le 28 octobre 2017, dans la salle Linné du parc Phoenix, devant une assistance plutôt curieuse, était lancée l'association Espoir de Vivre des Alpes-Maritimes. Antenne de l'association mère établie depuis 2011 en Île-de-France, dont la présidente est Madame Baro. L'association Espoir de Vivre des Alpes-Maritimes, que j'ai le privilège de diriger, voudrait porter en priorité, ici à Nice et dans la région, l'étendard du combat contre la drépanocytose. Non seulement pour la prévention, c'est-à-dire l'information, la sensibilisation et le dépistage, mais aussi par l'accompagnement de familles qui vivent au quotidien la souffrance, la douleur et bien d'autres difficultés causées par cette terrible maladie. Par ces gestes, la mairie vient de démontrer combien elle demeure proche et présente là où il s'agit de rechercher le bien-être des Niçoises et Niçois. Merci à Monsieur le maire Christian Estrosi. Merci à l'ensemble du conseil municipal et aux différents services de la mairie, en particulier celui de la vie associative. Chers amis de Nice, des environs et de la région, voici désormais à votre disposition l'association Espoir de Vivre des Alpes-Maritimes. C'est un outil essentiel dans la lutte contre la première maladie génétique au monde. Elle pourra donner aux personnes malades l'espoir d'une vie normale et réduire le taux de prévalence de cette maladie dans la ville. Le département et la région, si vous l'aidez à grandir et à se développer, ces portes sont largement ouvertes. Venez nous rejoindre, n'hésitez pas à vous engager physiquement, financièrement et matériellement.
pour une cause noble, celle d'améliorer la santé de nos proches et amis, connaissances et de toutes les communautés qui composent notre société. Je vous souhaite bonne fête à tous. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame la Présidente Ngalo. Vraiment, nous avons entendu ces discours qui vraiment, si on est humain, on ne peut même pas se laisser. Madame Adolo remercie les autorités de la ville pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Parce qu'à savoir qu'aujourd'hui, nous faisons cette conférence, c'est grâce à M. Christian Estrosi qui a mis cette salle à notre disposition pour que nous puissions parler de la drépanocytose. Avoir la chance de deux grands conférenciers comme ça, Madame Pakis qui est le professeur généticien. Donc quand on parle de professeur généticien, c'est le professeur qui s'occupe de tout ce qui est maladie génétique dont fait partie la drépanocytose. Donc elle va nous éclaircir. Quand il y aura les débats questions-réponses, n'hésitez pas à poser des questions à Madame Pakis qui est là pour nous éclaircir sur les doutes que nous avons. Ainsi qu'au docteur Mompo qui est docteur à l'hôpital Larcher. Beaucoup de vous la connaissent parce que je viens de voir une dame qui m'a dit « Ah, c'est le docteur qui suit mon enfant ». Donc, ils sont là pour nous éclaircir, enlever les doutes que nous avons dans nos cœurs. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Et une fois encore, cher professeur Véronique Pakis, et ainsi que cher docteur Mompo, je vous remercie vraiment infiniment de votre présence et surtout pour pouvoir éclairer les publics qui sont ici aujourd'hui. C'est extrêmement important pour la ville de Nice de soutenir bien entendu les malades, de faire aussi un maximum de choses pour les associations. Et vous connaissez tous le Téléthon qui est cette grande manifestation qui soutient, en fait, qui permet de récupérer de l'argent pour la recherche tous les ans. Nice est très impliquée tous les ans dans les manifestations du Téléthon et on était même ville organisatrice il y a 2-3 ans. Donc c'est pour dire à quel point ces problématiques de maladies des enfants, des adultes et des enfants, parce qu'au départ moi je suis pédiatre comme le docteur Monchou, sont extrêmement importantes pour la vie. Alors la deuxième chose, c'est aussi que votre présidente en parlait tout à l'heure, c'est la prise en compte un petit peu des institutions, de l'État sur l'importance de ces maladies génétiques. Et vous savez qu'en France, on a ce qu'on appelle un plan maladie rare qui a permis, en créant des centres de référence comme celui du docteur Monchou à Nice, d'avoir à des endroits donnés tous les spécialistes qui sont capables de diagnostiquer les enfants qui sont porteurs de ces maladies, les adultes, et surtout de les prendre en charge. Donc c'est le plan, il y a eu 2 plans maladies rares en France, le 3e va être annoncé par les ministres dans peu de temps, et c'est pour dire que là aussi il y a une prise de conscience importante au niveau local et au niveau national, politiquement, de ce que ça représente. Alors, la deuxième casquette, c'est que je suis généticienne et que donc je ne m'occupe pas spécifiquement de la mucoviscidose, de la drépanocytose, mais je m'occupe de bien d'autres maladies. Et on va peut-être un petit peu modifier l'ordre de la conférence, si ça ne vous ennuie pas. Moi, je vais vous parler un petit peu de manière très brève de génétique. Et puis ensuite, le docteur Monchou vous parlera vraiment, lui qui est un spécialiste de la drépanocytose, des problématiques de diagnostic, de prise en charge, et puis aussi de traitement, parce que la drépanocytose, c'est une des maladies rares pour lesquelles on a de plus en plus de possibilités thérapeutiques, alors qu'il y a d'autres maladies pour lesquelles aujourd'hui on n'a absolument aucun traitement. Donc ce que je vous propose, c'est de vous parler un petit peu de génétique, et puis surtout, à la fin de la conférence du docteur Monchou, eh bien moi je répondrai à toutes vos questions qui tournent autour de la génétique. Et je trouve que ce film était très intéressant. Ça montre l'importance en fait le rôle d'associations telles que la vôtre en termes d'information. Alors, information pour, je crois, deux raisons essentielles. La première raison, on l'entendait dans la bouche de ce jeune homme qui disait « mais c'est pas une maladie contagieuse ». Quand on ne connaît pas, en général, on a peur, et c'est très important pour les enfants, les adolescents, les adultes qui souffrent
souffrent de cette maladie, que le grand public, que les copains à l'école, que les collègues de bureau sachent ce que c'est que cette maladie. Et j'ai beaucoup aimé ce que lui disait son papa, je crois. Tu peux faire ce que fait tout le monde, mais de façon un peu différente. Donc, ce type d'action, je pense que c'est vraiment important pour que les gens sachent ce que sont ces maladies, ce qu'est la drépanocytose, qui ne risque strictement rien en côtoyant des patients, et surtout qu'ils apprennent à vivre avec cette notion de maladie qui touche. Et la deuxième notion qui est importante, je crois, dans cette maladie en termes d'information, c'est la notion de prévention. Parce qu'il y a des maladies génétiques qui vont démarrer chez un enfant dès la naissance, on dit en salle de naissance, ou chez les adultes à 50 ans, mais pour lesquels on sait de manière inéluctable que la maladie va apparaître en faisant des tests génétiques, mais on n'a aucun moyen de prévenir. La drépanocytose, c'est une maladie pour laquelle, vous le savez bien mieux que moi, il y a des conditions extrêmes de déshydratation, de chaleur très importante, d'endroits dans le monde, il ne faut pas aller en altitude, qui font qu'il est très important de savoir très tôt, dans les premiers mois de vie d'un enfant, qui est atteint de drépanocytose pour mettre en place des mesures préventives et une prise en charge qui fera en sorte que, indépendamment de traitement ou pas, il y aura des traitements bien sûr, mais qu'au moins il n'y ait rien qui puisse aggraver précocement, qui puisse entraîner des complications. Donc pour ces deux raisons, je crois que ces journées d'information, pour les gens qui connaissent, parce que je pense que dans la salle, il y a beaucoup de gens qui connaissent beaucoup de choses sur la mucoviscidose, mais aussi pour le grand public, c'est très important d'en parler. Et la notion de dépistage néonatal, Fabrice en parlera bien mieux que moi, mais la possibilité aujourd'hui d'avoir chez les bébés qui naissent à 3 jours de vie un test qui permet de dire ils sont atteints de drépanocytose, c'est quelque chose qu'il faut porter au niveau des pouvoirs publics comme étant très important parce qu'il y a à la clé des mesures préventives extrêmement importantes et le docteur Moncoux va vous en parler. Alors, pour revenir sur la génétique, juste 2 mots. Encore une fois, je pense que dans la salle, il y a plein de gens qui savent ça très bien. C'est pas contagieux, bien sûr, c'est génétique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire génétique? Ça veut dire que c'est quelque chose qui est dans nos gènes. Et nos gènes font ce qu'on est. On a 35 000 gènes qui sont, si vous voulez, des petits chapitres de livres avec un alphabet à 4 lettres et qui définissent que on a les yeux bleus, on a des cheveux blonds, on a une pommade, donc ces gènes ils sont importants pour définir l'homme en tant que tel et puis les différences qui vont avec. Et quelquefois, malheureusement, dans ces chapitres, dans ce livre, il y a des fautes d'orthographe. Et un enfant qui a une drépanocytose, il a juste, si vous imaginez que le génome humain, c'est un grand livre avec un alphabet à 4 lettres, 4 milliards de lettres, il suffit qu'il y ait une lettre qui soit remplacée par une autre dans ce génome, qui a été hérité du papa, et une lettre qui a été remplacée par une autre dans le même génome hérité de la maman pour que la maladie apparaisse. Donc les enfants qui ont les adultes qui sont atteints de drépanocytose, dans la très grande majorité des cas, leurs parents sont parfaitement indemnes de la maladie. Et quand les parents sont ce qu'on appelle porteurs sains, c'est-à-dire qu'ils portent, on a tous des jeunes anormaux, mais quand un papa qui est porteur d'une mutation de drépanocytose fait un bébé avec une maman qui est porteuse du même gène défectueux, à chaque naissance, il y a un risque sur 4 que l'enfant récupère le gène qui ne fonctionne pas du papa et le gène qui ne fonctionne pas de la maman, et que donc il développe la maladie. Donc on a aujourd'hui des possibilités de prévenir, on a des possibilités de prénatal pour les familles qui le veulent, on a aussi des possibilités de diagnostic qu'on appelle préimplantatoire. Mais je pense que je vais m'arrêter là et qu'il vaut mieux que le docteur Moncoux vous parle vraiment de la drépanocytose en tant qu'actualité. Et ce que je vous propose, c'est après venir répondre à toutes vos questions que vous avez en ce qui concerne la génétique. Bonjour à tous. Je vais avoir beaucoup de m'adresser après le professeur Pakis. Je vais avoir besoin de votre attention parce que je vais vous expliquer des choses qui vont être pas très compliquées au début et qui vont aller crescendo. Donc je suis pédiatre hospitalier et depuis 1994 j'ai en charge
les maladies d'hémoglobine et au sein des maladies d'hémoglobine, la drépanocytose. Alors, merci monsieur. Je voudrais rendre hommage à ce monsieur qui en 1900, ce monsieur James Kelly, qui a été le premier à décrire la drépanocytose en 1910. Et si on connaît un petit peu la drépanocytose aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui. Qu'est-ce que c'est la drépanocytose? On va rentrer dans les détails tout à l'heure, mais vous avez sur la droite une photographie de globules rouges, donc les globules qui servent à transporter l'oxygène, on va en reparler. Vous avez des globules rouges qui sont normaux. Ça, ce sont des globules rouges qui sont normaux, ce sont des petites billes qui glissent dans les vaisseaux. Et pour une raison génétique, dont va commencer à vous parler Madame Pakis, dans certaines circonstances qu'on va décrire, les globules rouges se déforment et deviennent des fossiles, d'où le nom de drépanocytose ou anémie falciforme. Le globule rouge est une cellule sanguine qui va aller chercher au niveau des poumons de l'oxygène. Pourquoi est-ce qu'elle va aller chercher de l'oxygène? Pour distribuer cet oxygène. Pardon, monsieur, vous êtes devant ma petite oxygène. Merci. Pour distribuer cet oxygène dans les muscles, mais aussi dans le cœur, dans le cerveau et dans les reins. Voilà, ça c'est le rôle de l'oxygène. Ce n'est pas le seul rôle. Le deuxième rôle, c'est un petit peu un rôle inverse. C'est une fois que l'oxygène a été consommé dans les muscles, le rein, le cerveau, il faut ramener le produit, le déchet qu'on appelle le gaz carbonique, et c'est les globules rouges, ce sont les globules rouges qui vont ramener du muscle, du cœur, du cerveau et des reins, le gaz carbonique vers les poumons qui va être évacué. Voilà. Le rôle du globule rouge est très simple, on transporte l'oxygène des poumons vers les tissus et on ramène du gaz carbonique, des tissus, du cœur, du cerveau et des reins. Ce globule rouge est une cellule un peu plus simple. Elle est constituée d'une membrane et d'hémoglobine. Alors l'hémoglobine, on la voit dans les films un peu gore. Qu'est-ce que c'est que l'hémoglobine? L'hémoglobine, c'est une structure protéique assez complexe qui a globalement deux choses importantes. Des chaînes et ce qu'on appelle l'aile. Voilà les chaînes, une chaîne, deux chaînes, trois chaînes, quatre chaînes. Et puis au milieu, pour accrocher l'oxygène ou le gaz carbonique, l'aine. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'hémoglobine naturelle normale de l'adulte est constituée de 4 chaînes appariées 2 à 2. Il y a 2 chaînes alpha, une ici, et 2 chaînes bêta. Le problème de la drépanocytose se trouve au niveau des chaînes bêta. Comme vous l'a dit Mme Pakis à l'instant, si on a une anomalie sur un gène d'une chaîne bêta de la globine, on est porteur sain. On n'est pas malade, mais on peut transmettre la maladie. Si on a cette même anomalie sur les 2 chaînes, on a une drépanocytose qu'on appelle homozygote, les 2 gènes sont perturbés et l'hémoglobine ne fonctionne pas bien. D'une manière générale, vous savez probablement que le bébé dans le ventre de sa maman n'utilise pas ses poumons, il utilise les poumons de sa maman. Et pour pouvoir faire ça, le bébé dans le ventre de sa maman, il a une hémoglobine un tout petit peu particulière, qu'on appelle l'hémoglobine fétale, l'hémoglobine de fœtus. Et durant sa première année de vie, l'hémoglobine de fœtus va disparaître pour laisser place à l'hémoglobine adulte avec 2 chaînes alpha et 2 chaînes bêta. Alors l'hémoglobine fétale, elle ne comporte pas de chaîne bêta. Et comme la drépanocytose est une maladie des chaînes bêta, l'hémoglobine fétale ne donne pas de symptômes. On va en reparler tout à l'heure. Ça explique 2 choses. La première chose que ça explique, c'est que le bébé, tant qu'il a encore un petit peu d'hémoglobine fétale, c'est-à-dire pendant les 6 à 9 premiers mois de vie, théoriquement, il n'est pas sujet à des crises vaso-occlusives ou à une anémie. Et au fur et à mesure que l'hémoglobine fétale est remplacée par de l'hémoglobine adulte, que les chaînes bêta apparaissent, vous voyez, c'est sur le schéma ici, les chaînes bêta, elles apparaissent, et puis aux alentours d'un an, le bébé, il a 2 chaînes alpha, 2 chaînes bêta, il a de l'hémoglobine adulte. Mais avant ça, il est protégé. On en parlera tout à l'heure dans les progrès thérapeutiques qui sont envisagés et qui sont même déjà bien mis en place. Alors,
C'est quoi la drépanocytose? Si on prend la définition médicale, qui est un petit peu compliquée, on va détailler, hein, vous inquiétez pas. La drépanocytose, c'est une maladie génétique, Madame Pakis vous l'a dit, des globules rouges, je viens de vous en parler, de transmission autosomique récessive. Madame Pakis vous a bien détaillé que si un papa a une petite anomalie sur un de ses gènes bêta, il est porteur sain, avec une maman qui a la même anomalie sur un des gènes fait de milliards de bases, c'est-à-dire de lettres, et il suffit qu'une lettre ne soit pas au bon endroit pour que ça provoque une maladie. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voici ici, devant Madame Pakis, j'ai un plan, ici ce sont des chromosomes. Vous reconnaissez peut-être, c'est des chromosomes. Bon, c'est des petits Y qui portent nos gènes. Voilà. Alors les gènes, c'est ce qu'on appelle de l'ADN, acide désoxyribonucléique. L'ADN, c'est une structure en double hélice. Il y a deux hélices. Et cette double hélice est constituée de paires de bases. Les bases, ce sont les lettres de l'alphabet dont vous avez parlé Madame Pakis. C'est-à-dire qu'en face d'une base rouge, vous devez avoir une base rouge. Or, dans l'hémoglobine normale, cette séquence est bien respectée. Dans la drépanocytose, il y a une base qui n'est pas à sa place. Et ça donne une maladie gravissime. Voilà, en position. Moi, voilà. Voilà. À cette place ici, donc ici vous avez les bases, à cet endroit-là, il devrait y avoir un T. Ce T est remplacé par un A et ça obtient une maladie dramatique. Donc voilà, la nature est excessivement injuste. Je vous ai remis la photo, mais la vraie photo du docteur Eric qui a publié en 1910. Et donc ça, c'est la photographie originale de la première mise en évidence sur un microscope de globules rouges drépanocytaires. Ici, vous avez des globules rouges qui sont normaux, des petites billes rondes qui circulent dans les vaisseaux. Et ici, vous avez... Ici, vous avez une hémacyte falciformée, un drépanocyte. Et vous arrivez à concevoir que ces petites billes qui sont bien rondes, elles roulent dans les vaisseaux. Elles passent dans les petits vaisseaux. Mais ces globules-là, qui sont tout déformés, bloquent les vaisseaux, il y a embouteillage, et c'est ce qui provoque les crises vaso-occlusives dont on va parler. Madame Pakis vous a dit que cette pandémie, puisque ça touche le monde entier, avait des chiffres excessivement importants, et on considère que chaque année dans le monde, il y a 300 000 enfants qui naissent avec la drépanocytose. On prévoit en 2050, avec ce type d'évolution prospective, pratiquement 100 millions de patients sur une planète qui comporte environ 6 milliards d'individus. Donc pourquoi ces localisations? J'en ai parlé. Qu'est-ce qui se passe en France? On va tomber. Donc, il y a des cartes de prévalence en France et on connaît au moins 2 à 3 régions dans lesquelles il y a une forte prévalence de la drépanocytose. Bien entendu, c'est la région parisienne, la région PACA, et puis évidemment les Antilles et les départements et territoires d'outre-mer français. On estime en France, on a recensé environ 15 000 patients porteurs de la drépanocytose. Comme vous l'a dit Madame Pakis, depuis 1999, il y a en France un dépistage ciblé. C'est-à-dire que quand on a l'un des 2 parents, pour un enfant qui vient de naître, si l'un des 2 parents est originaire d'un pays d'endémie dont je viens de vous parler, sur le test qu'on fait chez tous les nouveau-nés à la naissance en leur piquant le talon, on rajoute 2 gouttes de sang, et sur ces 2 gouttes de sang, on recherche la drépanocytose. On recherche la drépanocytose, ça va dans des centres en France. Nous, on dépend de la Rédémac de Marseille, et la Rédémac nous signale 2 choses. Premièrement, bien entendu, l'existence d'un enfant drépanocytaire qu'on convoque rapidement, mais la Rédémac nous signale aussi les enfants qui sont hétérozygotes, c'est-à-dire porteurs sains. Et c'est là qu'intervient le conseil génétique, puisque si dans une famille naît un enfant porteur sain de la drépanocytose, ça veut dire qu'au moins l'un de ses 2 parents a la même chose que lui. Le danger, c'est si les 2 parents ont la même chose que lui.
comme c'est un statut asymptomatique, ce sont des gens qui n'ont aucun symptôme, ils peuvent très bien, les deux parents, être asymptomatiques et donner naissance à un bébé ultérieur qui sera drépanocytose homozygote, c'est-à-dire malade. Avec Stéphanie Berthet, on a fait un petit travail, un travail de thèse il y a quelques années, et on a regardé un petit peu sur le suivi des 8 dernières années, et on a des chiffres qui sont assez proches de ceux rapportés par la région parisienne, c'est-à-dire qu'en dépistage ciblé, lorsque vous prélevez tous les bébés de maman ou de papa originaires des pays d'endémie, on a un enfant sur 650 qui est un porteur sain, mais aussi on a un enfant sur 50 enfants, pardon, qui est porteur sain, mais on en a un sur 650 qui est malade. Et c'est cela qu'il ne faut pas rater. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une crise drépanocytaire? D'abord, la première chose qui se passe, c'est que cette hémoglobine qui est anormale, elle a une particularité, c'est qu'elle est capable de polymériser, en gros de cristalliser, comme du sucre glace, dans certaines circonstances. Ces circonstances sont l'hypoxie, c'est-à-dire la baisse de l'oxygène, et la baisse de l'oxygène, on la trouve dans une infection, lors d'une anesthésie générale, lors d'un effort, lors d'une course. Mais des choses aussi beaucoup plus sournoises. Un enfant qui a des grosses végétations adénoïdes, qui respire et qui ronfle la nuit, il absorbe moins d'oxygène. Il se retrouve en hypoxie relative et il peut déclencher une crise vaso-occlusive la nuit. La deuxième circonstance, c'est la déshydratation. Comme le disait Madame Bakis, le petit film d'introduction était remarquablement bien fait, parce qu'on voit le garçon drépanocytaire qui boit. Donc, pour les patients qui ont les parents qui ont des enfants drépanocytaires, la première chose qu'on apprend dans l'éducation, c'est l'hydratation. La troisième chose, c'est un concept médical, c'est l'acidose. C'est-à-dire que l'organisme devient acide. Et en fait, l'acidose, ça survient essentiellement dans des phénomènes infectieux. Donc, tout ce qui est risque d'hypoxie, de baisse de la pression en oxygène, c'est-à-dire l'effort physique, l'obstruction des végétations, tout ce qui est déshydratation, tout ce qui est acidose, doivent être prévenus et pris en charge dans une crise vaso-occlusive. Alors, la falciformation, ça ressemble à quoi? On trouve facilement sur Internet ce type de diapositive, où on a donc cette mutation, cette simple et unique mutation, qui va conduire à la transformation d'hémoglobine adulte normale en hémoglobine S. Cette hémoglobine S a des propriétés qui sont modifiées par rapport à l'hémoglobine normale, et donc, dans certaines circonstances, l'hémoglobine polymérise, cristallise et déforme le globule rouge. Vous avez ici l'illustration d'un globule rouge normal qui petit à petit va se déformer pour devenir une espèce de faucille qui n'a aucune capacité à circuler normalement dans les petits vaisseaux. Voilà, ça c'est une autre façon de voir les choses en microscopie électronique ou dans les techniques biochimiques un petit peu compliquées. Alors, ça c'est une autre façon aussi, mais c'est surtout pour le bas de la photo. Voilà ce qui se passe. Le globule rouge, lorsqu'il rencontre une situation qui ne lui plaît pas, acidose, hypoxie, augmentation de la température, il va donc se déformer et il va venir obstruer le vaisseau. Comme quand il y a un accident sur la route, sur l'autoroute. Tout va se boucher. Et ce qui fait la problématique de la crise vaso-occlusive, c'est cette obstruction vasculaire. Alors, en clinique, qu'est-ce que ça donne? Pour nous, cliniciens, pour vous, parents. La première chose, c'est que, comme je vous l'ai dit, on a parlé de l'hémoglobine fétale, qui ne contient pas de chaîne bêta, donc qui ne peut pas provoquer de crise. En gros, entre 0 et 3 et 6 mois, le bébé va bien, il ne pose aucun problème. Ça nous laisse le temps, lorsqu'on a fait un diagnostic précoce, d'éduquer la famille. Et puis, il y a une triade de la drépanocytose que tous les parents connaissent. La première chose, c'est que la plupart des patients drépanocytaires, à des degrés divers, sont anémiques. C'est-à-dire, l'anémie, la définition, c'est une baisse du taux d'hémoglobine et donc une baisse des globules rouges. La deuxième chose que j'ai déjà abordée, ce sont les accidents occlusifs. On a vu des formations, le globule rouge ne peut plus circuler.
confortablement dans les vaisseaux et ça s'occupe. Et la troisième chose aussi, qui n'est peut-être pas très évidente, c'est qu'on sait maintenant que les enfants drépanocytaires et les adultes drépanocytaires ont une susceptibilité particulière pour les infections et certaines infections particulières. Certaines infections qui sont liées à des microbes qu'on appelle encapsulés, parce qu'ils ont une capsule autour d'eux. Et peut-être certains d'entre vous ont entendu parler du pneumocoque, du méningocoque ou de l'hémophilus. Donc ça c'est très important, je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc trois choses, c'est pas grave, trois choses. Anémie, crise vaso-occlusive, susceptibilité infectieuse. La première que connaissent bien les parents d'enfants drépanocytaires, c'est ce qu'on appelle la séquestration splénique. Alors c'est un cas bien compliqué. La rate est un gros organe qui est juste en dessous ici, qui normalement est caché par les côtes. Ce qui peut arriver dans certaines circonstances, c'est que les vaisseaux qui sortent de la rate, il y a des vaisseaux qui amènent du sang dans la rate, il y en a d'autres qui sortent. Ces vaisseaux qui sortent de la rate se bouchent. Et donc le sang continue à arriver dans la rate, mais ne peut plus sortir. La rate est un organe malléable, va gonfler, 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 gonfler. Et l'enfant va présenter une anémie quasiment hémorragique sans extériorité. Ça, c'est une complication qui est bien connue des médecins qui font de la drépanocytose. C'est une urgence thérapeutique, pas drépanocytaire, peut avoir des conséquences graves, puisque en fait ce virus va aller détruire les progéniteurs des globules rouges. Les papas et les mamans des globules rouges, il va les détruire. Ça veut dire que le drépanocytaire qui fabrique des globules rouges, tout d'un coup, ce virus, il va couper le robinet. Donc l'enfant, en quelques heures, va devenir très très pâle, très fatigué. Vous mettez la main sur le ventre, sa rate n'est pas augmentée de volume, c'est une érythroblastopénie liée au parvovirus. Ça, c'est les trois groupes d'anémie aiguë qui se greffent sur un tableau d'anémie chronique que connaissent la plupart des parents de l'enfant drépanocytaire ou le patient drépanocytaire. Alors, les crises vaso-occlusives, vous savez théoriquement ce que c'est, un vaisseau qui se bouche. Où est-ce qu'ils peuvent survenir? Alors, il faut couper la vie en plusieurs morceaux. Chez le tout petit, d'une manière générale, ces crises vaso-occlusives surviennent volontiers sur les vaisseaux naturellement les plus petits de l'organisme. Et chez un bébé, les vaisseaux les plus petits sont dans les pieds et dans les doigts. Et tous les gens qui prennent en charge les drépanocytoses connaissent bien ce tableau d'un enfant qui arrive en pleurs et qui a des mains qui ont gonflé, des pieds qui ont gonflé. Ce syndrome peut aussi être révélateur. Il nous est arrivé, comme dans beaucoup de centres, de voir arriver des enfants originaires d'un pays d'endémie qui n'étaient pas connus comme drépanocytaires et qui se présentent avec des gros pieds douloureux, des mains douloureuses, et donc dans ce cas-là, c'est révélateur de la maladie. La plupart des urgentistes de grands centres savent que devant un tableau comme ça chez un petit enfant qui a entre 18 et 24 mois, il faut demander une électrophorèse pour éliminer une drépanocytaire. Les crises vaso-occlusives peuvent aussi toucher les os, tous les os longs, les os du rachis. Le problème des urgentistes, c'est de se dire, parce que souvent, lorsque la crise est multifocale, on a plusieurs os atteints, on peut avoir un petit peu de fièvre. Et un urgentiste, il voit quelqu'un qui a mal aux os avec de la fièvre, il pense à une ostéomyélite, qui est une affection rare, mais c'est une infection des os. Et puis, chez les enfants un petit peu plus âgés et les adultes, les os qui sont touchés, ce sont les têtes des fémurs. Les têtes des fémurs. Ici, vous avez une radio, alors c'est peut-être un peu compliqué, hein. Ici, vous avez le bassin. Ici, vous avez ce qu'on appelle le cotyle, dans lequel vient s'encastrer la tête du fémur. Ici, vous avez un beau fémur bien rond, bien engagé. Mais regardez de l'autre côté, c'est tout cassé. Ça, c'est une des complications classiques connues chez les drépanocytaires qui peut survenir assez tôt dans la vie. On a eu des enfants, comme dans beaucoup d'autres centres, qui, à partir de 15 à 18 ans, commençaient à avoir des petites boiteries, on leur fait une radio et on tombe sur ça. Alors, il y a d'autres CVO dont je vous ai parlé. Il y en a deux pour lesquels je voudrais insister un tout petit peu. La première, c'est les crises douloureuses, les crises vaso-occlusives qui touchent soit les côtes, soit les os du dos. Pourquoi elles sont douloureuses? Parce que quand vous avez mal aux côtes, vous ne respirez pas normalement. Vous respirez doucement, pour pas avoir mal, parce que ces mouvements d'ampliation thoracique, elles augmentent la douleur. Au niveau des vertèbres, c'est pareil. Et si vous augmentez la douleur, que vous respirez tout doucement, vous oxygénez mal votre organisme. Et j'ai dit en introduction que l'un des facteurs de risque déclenchant
c'était l'hypoxie. Donc quand vous respirez superficiellement, que vous avez mal aux côtes, que vous avez mal au dos, vous oxygénez mal. Et ce qui peut se passer, c'est que les vaisseaux qui sortent du poumon, qui sortent tout plein de bon oxygène, se bouchent. Et ça, c'est une complication particulièrement redoutable de la drépanocytose qui touche environ 4% des patients. C'est ce qu'on appelle le syndrome thoracique aigu, et ça, c'est vraiment redoutable. Donc pour ceux ou celles qui ont des enfants avec une drépanocytose, qui présentent des douleurs au niveau du thorax et des douleurs au niveau dorsal, il y a une combine excessivement simple pour éviter le syndrome thoracique aigu. Vous prenez une bouteille de coca, vous prenez une paille et vous demandez à l'enfant de souffler dans la journée toutes les 2 heures, de faire des bulles. Ça va le forcer à déployer ses alvéoles pulmonaires. Nous, c'est ce qu'on fait dans les services, c'est ce que tout le monde fait dans tous les services du monde. Il y a une équipe au Texas qui a démontré que simplement en faisant ça, on évitait des syndromes thoraciques aigus. La deuxième complication qui est grave, qui n'est pas fréquente chez l'enfant, mais qui est grave, c'est l'accident vasculaire cérébral. C'est un vaisseau qui irrigue le cerveau et qui peut se boucher, qui peut avoir des conséquences gravissime depuis l'accident ischémique transitoire, les choses rentrent dans l'ordre, jusqu'à la paralysie. Donc ça, c'est quelque chose d'excessivement dangereux, mais qu'on peut prévenir. Un tout petit mot sur les infections aiguës, parce que j'ai dit que l'enfant drépanocytaire et l'adulte étaient sensibles à un certain nombre d'infections. Donc, ces infections sont liées à des microbes qui sont particulièrement agressifs, le pneumocoque, le méningocoque, l'hémophilus, mais, on peut prévenir la majorité de ces infections. On peut le prévenir, on va le voir, avec les vaccins, mais aussi par la prise d'un médicament antibiotique de base que prescrivent tous les médecins qui font de la drépanocytose, qui est l'oracilline. Un tout petit mot sur les complications chroniques, parce que je suis pédiatre, donc moi, à 18 ans, je passe la main à Pierre-Simon Orlich. Mais ce qu'on voit en pédiatrie comme complications chroniques, ce sont des calculs dans la vésicule biliaire. Alors ça peut paraître bizarre, mais quand on y réfléchit, c'est pas illogique. Les enfants qui ont la drépanocytose, ou les adultes, ont des globules rouges qui ont une durée de vie plus brève que les vôtres. Moi, mes globules rouges ont une durée de vie d'environ 4 mois, 3 à 4 mois. Chez les drépanocytoses, la durée de vie des globules rouges est plus brève, parce qu'ils sont fragiles. Donc, quand on détruit un globule rouge, l'organisme va essayer de récupérer l'atome de fer, mais il va libérer aussi un produit qu'on appelle la bilirubine. La bilirubine qui rend les yeux jaunes quand on est en excès. Cette bilirubine va être éliminée dans les urines, c'est pour ça qu'on fait pipi jaune, parce qu'il y a de la bilirubine, mais elle va être aussi éliminée dans le tube digestif, en passant par la vésicule. Et quand elle s'accumule dans la vésicule, elle peut donner des petits cailloux. Et ces petits cailloux peuvent se compliquer très gravement s'ils partent de la vésicule brutalement. Donc, il y a environ un enfant sur 6 à un enfant sur 8 qui, entre 2 et 5 ans, va avoir des calculs dans la vésicule, et c'est une indication absolue à lui retirer la vésicule. La deuxième complication, on en a déjà un tout petit peu parlé, c'est les ostéoarthropathies, c'est-à-dire qu'à force de faire des accidents osseux ou articulaires, l'articulation va se détruire petit à petit. Et puis chez les adultes, on voit d'autres soucis. Je vous ai dit que les vaisseaux sont obstrués au niveau des vaisseaux les plus petits de l'organisme. Chez un bébé, c'est les doigts et c'est les pieds. Chez un adulte, c'est la rétine. Donc, surveillance chez les adultes de la rétine. Parce qu'on peut avoir des petits accidents dont on ne se rend pas compte. Petit à petit, la rétine s'abîme. Et quand on arrive pour faire quelque chose, c'est souvent trop tard. On a aussi des insuffisances rénales chroniques, parce que vous savez que notre sang passe plusieurs fois par minute par le rein. Et il peut provoquer des crises vaso-occlusives au niveau du rein. La majorité des crises vaso-occlusives ont une expression clinique. Ça fait mal, ça donne de la fièvre. Mais on sait aujourd'hui que tout enfant drépanocytaire, tout adulte drépanocytaire, fait en permanence des crises infracliniques dont il ne se rend pas compte. Et petit à petit, ces crises infracliniques vont détruire le rein, vont détruire le poumon. D'où les risques d'insuffisance rénale chronique, d'insuffisance respiratoire ou d'hypertension artérielle pulmonaire. Voilà, ça ce sont des complications. Pourquoi je vous en parle en tant que pédiatre? Parce que je pense
on peut prévenir ces choses-là. On peut prévenir dès l'enfance des soucis qui risquent d'arriver chez les adultes. Alors la prise en charge maintenant, c'était bien compliqué tout ce que je vous ai expliqué, mais on a parlé de prise en charge. Un enfant drépanocytaire, c'est pas aux parents que je vais l'apprendre, ça souffre. Et donc, tous les parents ont à la maison une boîte de paracétamol, ils ont aussi de l'Advil ou un anti-inflammatoire non stéroïdien. On utilise aussi le topagique, qui est un antalgique morphinomimétique, c'est du tramadol, hein, c'est un morphinomimétique. On n'hésite pas chez les enfants. Et puis, tous les parents qui ont un enfant drépanocytaire connaissent le Néopin, le Calinox, ce fameux gaz, qui est un gaz, on dit hilarant, mais qui a des vertus antalgiques excessivement puissantes. Et nous, au service d'admission d'urgence, à chaque fois qu'un drépanocytaire arrive pour des douleurs, la première chose qu'on fait, on lui met le masque. D'ailleurs, il réclame le masque. Mais on utilise aussi dans les services beaucoup le Nubin, qui est un analogue de la morphine. On utilise aussi beaucoup et sans aucune arrière-pensée la morphine. On utilise même la kétamine. Tout ça, ce sont des morphinomimétiques. Ça, c'est bien plus puissant que la morphine. C'est pas parce qu'on donne de la morphine à un enfant drépanocytaire qui souffre qu'il va devenir morphinomane. Il faut se retirer ça de l'esprit. Un enfant qui a mal, il est là. Quand on lui donne de la morphine par rapport à un enfant non douloureux, on le remet au bon endroit. On ne le rend pas morphinomane. Et puis aussi, comme j'en ai parlé déjà tout à l'heure un petit peu, on a la chance dans notre pays d'avoir des établissements français du sang remarquablement distribués sur le territoire et remarquablement organisés. Donc la transfusion sanguine fait partie intégrante de la prise en charge de certaines complications aiguës de la drépanocytose. Et puis en dernier point, on apprend aux papas, on apprend aux mamans à hydrater leurs enfants, mais parfois ça ne suffit pas si l'enfant vomit. Donc l'hydratation, ça ce sont des solutés qu'on perfuse pour apporter de l'eau à l'enfant. Alors c'est quoi le rôle du pédiatre à tous les niveaux, hein, autant le pédiatre de ville que le pédiatre qui s'occupe de drépanocytose. La première chose, c'est de prévenir. Prévenir, c'est discuter, parler, expliquer, réexpliquer, re-expliquer. Et puis, c'est d'anticiper. Moi, je pense que le rôle du pédiatre, comme j'en ai un tout petit peu parlé il y a quelques minutes, c'est d'anticiper les complications qui peuvent survenir chez l'adulte. Donc, on a des outils. L'assurance maladie a fait des petits bouquins qui sont plutôt pas mal faits. Mais vraiment, le mot-clé de l'histoire, c'est l'éducation parentale. L'éducation parentale. Et puis, un tout petit peu trop vite, professeur. Et puis, la Haute Autorité de Santé a édité, avec les grands noms de la drépanocytose, des recommandations que peu de gens connaissent, mais qui sont pour moi la Bible, où tout est expliqué. Alors, ça date de janvier 2010, ça va être réactualisé prochainement, mais c'est vraiment la Bible du médecin qui s'occupe d'enfants drépanocytaires. Je vous ai dit que l'enfant drépanocytaire avait des risques infectieux, non seulement par des bactéries agressives, mais des risques graves. Donc il faut essayer de prévenir ces infections. En plus, ces cellules endothéliales, elles ont des petits récepteurs à leur surface, qu'on appelle des molécules d'adhésion, qui sont là pour retenir les globules blancs. La logique voudrait que ces molécules d'adhésion se cachent. Eh bien non, dans la crise vaso-occlusive, il y a une hyper-expression des molécules d'adhésion. Ça veut dire que non seulement la cellule endothéliale appelle les globules blancs, mais elle les maintient sur place. Elle fait n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe avec ces globules blancs qui sont aussi énervés que les cellules endothéliales? Eh bien, la coagulation sanguine, vous savez, c'est ce qui permet, quand on se coupe, d'arrêter de saigner. À cet endroit-là, ici, où c'est vraiment le champ de bataille, elle se déclenche. Elle s'active. Ce qui entretient le phénomène d'occlusion. Et puis, au niveau de ces cellules endothéliales, normalement, chez vous, chez moi, quand le vaisseau se rétrécit, il y a une substance qui est sécrétée qui s'appelle le NO, le monoxyde d'azote. Le monoxyde d'azote est un gaz qui a une propriété extraordinaire, c'est celle de dilater les vaisseaux. Et bien on se rend compte que dans la crise vaso-occlusive, les cellules endothéliales qui devraient sécréter des grandes quantités de NO, elles ne le font pas. Bête, hein? Donc voilà, c'est une nouvelle conception de la drépanocytose, sur lequel je vous ai décrit tout un tas de phénomènes, mais on peut agir sur ces phénomènes. On peut agir sur l'arrivée des globules blancs.
avec un médicament que beaucoup d'entre vous connaissent, qu'on appelle l'hydroxycarbamide ou cyclose. On peut agir sur la production du NO, ce fameux gaz. On peut agir sur la coagulation en donnant un anticoagulant. En gros, il y a beaucoup de cibles. Et puis aussi, on peut agir sur la déformabilité perdue du globule rouge, la rhéologie. Donc, je vais vous donner 2 exemples. C'est compliqué, mais je vais vous expliquer les choses simplement. Ça, c'est simplement pour vous dire, en fonction de ce que je viens de vous décrire, les phénomènes d'adhésion, d'inflammation, la production du NO, tout ça, ce sont des voies de recherche avec des molécules, et il y en a encore d'autres qui sortent. Je vous ai dit, les drépanocytaires sont anémiques. En phase de crise, ils peuvent être encore plus anémiques. Donc si on peut monter l'anémie, l'hémoglobine, c'est pas plus mal. Elles augmentent l'hémoglobine fétale. C'est incroyable. On dirait que ce médicament a été créé pour les drépanocytaires. L'hémoglobine fétale, vous vous souvenez, c'est celle qui protège. C'est celle qui n'a pas de chaîne bêta. D'une manière extraordinaire, les petites molécules qui servent à attraper les globules blancs sur le lieu de l'accident occlusif, elles sont diminuées avec l'hydroxycarbamide. Le NO, ce fameux gaz, il retrouve une vie grâce au cyclose. Donc, beaucoup de gens aujourd'hui qui prennent en charge des patients drépanocytaires mettent ces enfants, ces adultes, sous l'hydroxycarbamide, cyclose. Ça, c'est un papier qui a été publié par un monsieur extraordinaire qui s'appelle Russell Ware, et que j'utilise tous les jours quand je vois des patients drépanocytaires que je veux mettre sous cyclose. Vous allez comprendre. Ici, c'est un frottis sanguin. Je vais m'approcher. Ici, vous avez plein de globules rouges. Ici, un gros globule blanc. Et ici, vous avez un drépanocyte. Encore un, encore un, encore un, encore un. Vous voyez, les globules rouges, ils sont hétérogènes. Ils sont de grosse taille, de petite taille. Ils sont plus ou moins pâles. Ça, un mois après traitement par cyclose. C'est vrai que c'est très perturbant, hein, je suis désolé, mais... C'est dynamique en fait, il y a beaucoup de jeunesse. C'est bien. Un mois après le début de traitement, le drépanocyte, il n'y en a plus qu'un ici, on n'en trouve plus ailleurs. Les globules rouges sont plus homogènes, plus rouges. 3 mois après le début de traitement, on ne trouve plus de drépanocyte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus, il y en a moins. Les globules rouges sont très homogènes, tous de la même taille, tous de la même coloration. Voilà comment on explique aux parents pourquoi est-ce qu'il faut donner du cyclose à leurs enfants. Alors, il y a une dame qui s'appelle Birgit Müller aux États-Unis qui s'est dit, mais peut-être si on donne du cyclose à des tout petits, on va éviter de voir dégrader leurs organes. Et donc elle a fait une étude que tous les médecins connaissent, qui s'appelle Baby Hug, qui a été publiée en 2011. Elle a pris 2 groupes d'enfants drépanocytaires. Chez des petits enfants, elle donnait du cyclose, chez d'autres, elle donnait du sucre en poudre. Et elle a regardé, 18 mois après le traitement, ce qui se passait au niveau des fonctions du rein et des fonctions de la rate. Et donc, ici, vous avez les résultats. C'est très compliqué à analyser. Je vous demande de me faire confiance. Malheureusement, que ce soit les enfants recevant le cyclose ou ceux recevant un placebo, on n'a pas pu préserver la fonction de la rate. Malheureusement, que ce soit les enfants qui reçoivent le cyclose ou le placebo, on n'a pas pu préserver la fonction du rein. Mais tous les gens qui s'intéressent un peu à la drépanocytose ont reproché le peu de recul qu'avait pris cette dame. Par contre, cette étude a aussi montré que dans le groupe des enfants qui reçoivent le cyclose, comparé au groupe des enfants qui ne reçoivent que du sucre en poudre, le nombre d'hospitalisations, le nombre de crises douloureuses, 177 dans le groupe cyclose, 375 dans le groupe sucre en poudre. Donc le cyclose chez l'enfant, dans une étude parfaitement et scientifiquement menée, montre que ça diminue la fréquence des crises, diminue la fréquence des hospitalisations, diminue la fréquence des anémies et des transfusions sanguines. Ça avait été démontré chez l'adulte, ça a été démontré en 2011 chez les bébés. Qualité de vie, un mot, parce que ce petit film d'introduction est extraordinaire et aborde la qualité de vie. J'ai pris une étude sous cyclose. Et c'est encore une fois un tableau très compliqué. Il y a juste une ligne à voir, c'est celle-là. Celle-là. Vas-y, Véro. Ça, ce sont des gens qui ont été mis sous cyclose. On a fait des études de qualité de vie avant et après la mise sous cyclose.
Et en statistique, quand le petit p est tout petit, ça veut dire que la différence est très significative. Donc en termes de rappel, mémoire ou mémorisation de la douleur, le cyclo s'améliore. État général, le cyclo s'améliore. Anxiété, le cyclo s'améliore. Dépression, le cyclo s'améliore. J'ai aucune action chez la société qui fait cyclose, mais c'est vraiment ce qu'on retrouve en clinique. Un tout petit mot sur le NO. Donc ce fameux gaz qui est produit localement quand il y a une crise vaso-occlusive, mais que le drépanocytaire n'est pas capable de produire de façon adaptée. C'est quoi ce gaz? Il dilate les vaisseaux, mais le problème c'est qu'il a une durée de vie qui est très brève. D'où il vient ce gaz? Il vient d'un acide aminé qu'on trouve dans la nature, qu'on appelle l'arginine. Qu'est-ce qu'on sait aussi? On sait que chez le drépanocytaire, comme je vous l'ai dit, l'enzyme qui sert à produire ce gaz, elle ne fonctionne pas bien. Donc il y a une équipe à Dallas au Texas qui s'est proposé de donner à des drépanocytaires en crise une perfusion d'arginine, l'arginine Véron qui vaut 3 francs 6 sous dans n'importe quelle pharmacie. Ils ont fait 2 groupes, des patients qui recevaient de l'arginine et d'autres qui n'en recevaient pas. Et ils ont regardé la consommation de morphinique. Et ils ont montré que dans le groupe des patients qui recevaient l'arginine, la consommation durant la crise était d'environ 2 mg par kilo pendant toute la crise, alors que ceux qui ne recevaient pas, la différence était la consommation était quasiment double. Autrement dit, avec un produit vieux comme le monde, qu'on utilise à tort et à travers pour les gens qui disent avoir mal au foie, on peut diminuer de manière significative la douleur du drépanocytaire. Alors je vais finir par un petit clin d'œil à l'avenir. Est-ce qu'on peut guérir de la drépanocytose? Et aujourd'hui la réponse c'est clairement oui. Il y a plusieurs façons. La première façon c'est la greffe de moelle allogénique. Et l'équipe de Françoise Bernaudin à Créteil l'a montré. Ici vous avez pareil des courbes de survie, mais là c'est des survies sans maladie. Et donc il y a eu un grand nombre de patients qui ont été greffés. Voilà, 839 patients greffés, et on regarde ce qui se passe 10 ans après, il y en a 95% qui vont bien et qui sont guéris. Oui, mais, ces patients avaient la chance d'avoir un frère ou une sœur compatible. C'est ce qu'on appelle les greffes intrafamiliales. Et ça n'existe que dans une famille sur 4. Donc, il y a des pédiatres qui ont dit, on va peut-être essayer en n'étant pas complètement compatible. Et là, bien entendu, la série est toute petite, il y a très peu d'enfants, il y a 30 enfants, mais vous voyez, les résultats sont beaucoup moins bons quand vous comparez cette courbe ici. Et encore, le recul est de 24 mois. Ici, le recul est de 10 ans. Vous voyez que c'est beaucoup moins bon. Les greffes non HLA identiques, non intrafamiliales, c'est compliqué, hors drépanocytose. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste quelque chose qui est en pleine émergence aujourd'hui, c'est la thérapie génique. J'ai commencé cet exposé en parlant de gènes, en vous montrant des chromosomes du gène. On est aujourd'hui capable, chez l'être humain, de réparer les gènes. Soit on le change complètement, soit on le répare. Et l'équipe avec Mariana Calvo, l'équipe Marina Cavazzana Calvo, merci, avec Marianne de Montalembert, ont publié un patient traité par thérapie génique pour lequel ils ont un recul de 24 mois avec une bonne efficacité. Toutes les essais de thérapie génique dans le monde qui sont menés dans une maladie rare ont commencé par un. Donc c'est ce début excessivement encourageant. Mais on n'en est pas encore là, mais on va y être probablement dans pas très longtemps. C'est aussi une belle invitation parce qu'elle est hyper attentive, on ne le voit pas, mais je les voyais, je le sentais, elle était là, elle écoutait. Et c'est important encore, merci à nos deux intervenants, donc Madame Véronique Pasqui-Fauquega, qui est donc au-delà d'être généticienne, vous êtes également représentante du maire également de Nice. Un mot du maire peut-être, avant de passer. Oui, d'accord. Donc,
On les remercie effectivement pour cette excellente intervention. On voit quel espoir la fin, la chute était aussi celle qui nous amenait à se dire que demain, il y a peut-être une guérison totale pour tous ceux qui sont malades de la chose préférée. Merci pour cette intervention du docteur Mokou qui était vraiment très fantastique. Je crois que tout le monde au moins a compris ce que c'est la drépanocytose. Et là, comme on a dit, il y aura le moment de questions-réponses. Mais je voulais vous dire aussi que le professeur Véronique Pakis n'est pas venu ici comme seulement intervenant, mais il représente aussi en même temps le maire, notre maire explosive qui, malheureusement, n'a pas permis d'être avec nous. Donc, Madame Véronique Pakis va prendre la parole qui a été léguée par le maire pour vous parler. Donc, on va laisser la parole à Madame Véronique Pakis, la parole qui vient de M. le maire explosif. Voilà, Madame Véronique, c'est à vous. J'ai dit un peu en introduction en disant que j'avais deux casquettes, donc vous dire que je pense que c'est extrêmement important le combat pour les maladies génétiques, aussi pour les maladies pédiatriques. Et on était tous les deux il y a quelques jours à l'hôpital de Signy avec une autre association, l'hôpital de l'Archer, avec une autre association qui s'occupe d'enfants leucémiques. Donc vraiment un soutien total. Je vous disais que c'était une ambassadeur du Téléthon il y a 2 ans. Voilà, donc par rapport à la question en termes de thérapie chimique, je confirme tout à fait ce qu'a dit Fabrice. Il y a des véritables espoirs aujourd'hui de guérison par la thérapie chimique dans les maladies hématologiques. Alors, je sens que la jeunesse est toujours aussi dynamique dans la salle. On va leur demander quand même d'être un peu plus attentive et surtout d'être patiente. Elle va. Vous allez, s'il vous plaît. Les jeunes, c'est bon, on vous écoute, vous êtes là, on sait que vous êtes là. On va passer aux questions-réponses. Est-ce que le docteur... On va, parce que, comme on a dit, nous avons Madame Vessel. Donc nous avons juste 10 minutes à écouter Madame Elisabeth Vessel qui doit retourner à Monaco et se déplacer uniquement pour assister et donner un mot de confort à tout le monde qui sont dans la salle. Laissons le temps à Madame Elisabeth Vessel. C'est ça. Malgré cet environnement de soie et de broderie, qui peut paraître léger et futile, je suis extrêmement sensible au bien-être des enfants. À mes yeux, l'enfance est une parenthèse magique de la vie, nourrie par le jeu, les rires et par leur éternel optimisme. L'enfant se construit ainsi dans un monde imaginaire parmi les fées, les princes, les brigands et quelques crapauds, et petit à petit, il rentre dans le monde réel des adultes. Malheureusement, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas cette chance, et depuis tout petit, ils sont victimes de maladies et de souffrances. C'est insoutenable pour moi de penser que tant de petites filles et de petits garçons dans le monde doivent affronter des maux si graves et souvent sans espoir de guérison. Bon, maintenant, on a entendu le contraire. C'est pour cela que je suis si sensible aux actions de notre amie Pauline Macou, présidente de l'association Espoir de Vivre, et la présidente de Nice, pour leur profond dévouement et leur inlassable travail pour le combat contre la drépanocytose qui détruit la vie de tant d'enfants de par le monde encore à ce jour. Je suis très heureuse et fière d'avoir été nommée la marraine de la Journée mondiale de la drépanocytose et vous remercie du fond du cœur pour la confiance que vous m'avez témoignée. Merci.
Madame Vessel, donc, qui est également styliste, vous êtes dans la mode, donc vous créez, vous êtes dans la création, vous apportez cette joie justement à l'être, aussi bien un enfant, et ça me fait plaisir de vous avoir comme marraine de cette belle organisation, cet espoir de vivre, cet espoir de vie, cet entretien de vie en continu, ça me fait plaisir. On l'applaudit encore très fort. Personnellement, dire vraiment merci à la présence aussi d'Elisabeth Bruxelles, parce qu'on a parlé au téléphone, je lui ai dit que je venais faire la conférence à Dessira de Pamsito. Et tout de suite, croyez-moi, elle n'a pas hésité de dire oui pour vraiment être la marraine de cette journée-là. Et je crois que c'est pour toujours aussi, parce que c'est une dame qui est très impliquée dans les trucs humanitaires, surtout quand il s'agit des enfants malades, elle vient de l'être. Vraiment, c'était un plaisir, parce qu'elle n'a pas hésité à dire Pauline, nous sommes ensemble et vous pouvez compter sur moi. Pour ça, vraiment, applaudissez une fois encore pour le plus. En tant que marraine évidemment de l'association Espoir de Vivre, il y a également un parrain. Donc en fait, nous avons cette dualité. Donc il y a le parrain Michel qui est également parmi nous, qui va également prendre la parole pour parler également de cette responsabilité des parrains aussi. Donc nous avons donc à la fois une marraine et un parrain. Maintenant, là nous avons prêté notre attention pour écouter la conférence. Maintenant, Madame Véronique Pakis doit partir, donc on laisse. Je me suis caché. Ah, il en a juste pour 2 minutes. Après, on laisse le temps des questions-réponses. Même 2-3 questions à Madame Véronique Pakis, parce qu'elle doit partir, elle doit courir à faire d'autres représentations pour les maires exposés. Merci de votre attention. Oui, les discours, les meilleurs étant en général les plus courts, ça durera moins d'1 minute. Je vous remercie. Pour joindre mes félicitations et mes remerciements à la ville de Nice, à ses élus et aux professeurs et aux docteurs, grâce à qui j'ai appris énormément de choses. Je n'ai pas, comme on dit, on n'a pas de chance d'avoir un enfant affecté par cette maladie, mais nous y sommes tous sensibles, car nous en connaissons tous au moins un dans notre entourage. Madame la Présidente, lorsque vous nous avez contacté, on m'a dit de plusieurs horizons, car les aristocrates, c'est un peu comme la FIA en très noble, on me dit tout. J'ai appris que la cause n'était pas seulement noble, mais que vous vous débrouillez dans plusieurs pays pour ceci, bien que vous soyez présidente nationale. Alors, je vous adresse mes hommages, mes félicitations. Merci, professeur. Merci, docteur. Bravo, madame la présidente départementale. Et bravo à vous qui êtes présents ici, parce qu'il faisait tellement beau aujourd'hui que je croyais que tout le monde serait sur la plage. Merci. On retrouve nos intervenants pour les questions-réponses. Je sais que vous en avez sûrement. Donc il y a un micro dans la salle. Est-ce qu'il y a une première question? Je vous remercie déjà dans un premier temps tous les deux parce que je ne connaissais pas du tout cette maladie. Donc je peux avouer, je suis venue un peu curieuse parce que je voulais savoir qu'est-ce que c'est. Mais au fur et à mesure que j'avais les explications, je me rendais compte qu'il y avait des similitudes entre avec une autre maladie. En tout cas, les symptômes. Moi, j'ai une maladie, c'est le lupus érythémateux. Donc les douleurs, fatigue, inflammation articulaire, dégradation d'organes. Moi, je voulais vous poser une question. Est-ce qu'il y a une corrélation entre ces deux maladies? Alors, ce sont des maladies qui peuvent avoir, comme beaucoup de maladies entre elles, des signes, des symptômes communs. Mais les mécanismes du lupus et de la drépanocytose sont complètement différents. Et autant la drépanocytose est une maladie dite rare, qui est toujours d'origine génétique, autant le lupus est quelque chose qui n'est pas génétique à proprement parler. C'est une maladie auto-immune et c'est une maladie dans laquelle en fait, il y a vraisemblablement des susceptibilités génétiques
mais il n'y a pas de transmission directe. C'est-à-dire qu'on a, dans la drépanocytose, si vous voulez, parmi nos 35 gènes, on en a un, celui qui gouverne la bêta-globine, dont vous a parlé l'auteur tout à l'heure, qui est un gène dit très fort, c'est-à-dire que c'est une maladie qu'on appelle monogénique. Il suffit plutôt que ce gène soit normal pour que la maladie apparaisse toujours à 100%. Alors que dans des maladies comme le lupus, c'est plutôt à la fois ce qu'on appelle des maladies plurigéniques, plurifactorielles. C'est-à-dire qu'il faut une combinaison de gènes et sûrement une combinaison de causes environnementales qu'on ne connaît pas très bien, qui font que la maladie va apparaître, et surtout il n'y a pas un mode de transmission comme celui de la drépanocytose, même si c'est vrai qu'on a des familles dans lesquelles les maladies auto-immunes, comme le lupus, la thyroïdite ou d'autres maladies comme ça, sont plus fréquentes que dans d'autres. Merci beaucoup, docteur. D'autres questions dans la salle?